Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série de rencontres mensuelles dédiées à Saint-Gobain, aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Je voudrais aussi saluer ceux qui sont avec nous derrière leur écran, ils sont connectés, ils nous regardent à distance, salut à vous. Je voudrais aussi vous rappeler que ce talk sera sous-titré en anglais et disponible en replay pour Saint-Gobain Worldwide. Une séance de questions-réponses nous attend à la fin de cette conférence, vous pouvez tous y participer depuis la salle ou derrière votre écran, c'est très simple. Vous scannez le QR code qui se trouve devant vous, c'est l'application Wisembly, vous entrez le mot-clé Talk4 et vous êtes avec nous tout au long des échanges, n'hésitez pas à participer. Allez, on entre dans le vif du sujet, fierté et passion, ils préparent les Jeux, ils, ce sont notamment les relayeurs de flammes et bien sûr les athlètes. Accueillons sans plus attendre Antoine Pro et Justine Pascal, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Antoine, tout d'abord, vous avez 20 ans et vous êtes à la fois étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur à l'INSA à Rennes et athlète de haut niveau. Votre discipline, c'est le 1500 mètres. Dites-nous en quelques mots. C'est ça, donc moi j'ai la double casquette étudiant et sportif de haut niveau. Donc cette année, je suis en césure pour mieux préparer les Jeux. Et du coup, j'ai le sport à côté. Donc ça me fait entre 20 heures, entre 18 et 20 heures de sport par semaine et 15 heures de cours. Vu que je suis en césure, mais je continue d'aller en cours parce que voilà, pour mon équilibre, je sens que j'en ai besoin. Et voilà, j'en ai encore pour un petit peu longtemps en termes d'études, vu que comme j'aménage quasiment toutes mes années en 2 ans, je passe du bac plus 5 à minima bac plus 8, voire 10. Donc voilà, c'est toujours passionnant. Vous finirez docteur peut-être. Oui, mais pas avec le diplôme équivalent. Alors la passion, elle commence là, hein, évidemment. Vous aimez autant vos études que le sport, ou du moins l'un nourrit l'autre, c'est ce que vous expliquez. Est-ce que c'est important pour vous d'être investi à tous les niveaux ? Ouais, c'est très important de rien lâcher. Quand il y a un des deux côtés qui va pas très bien, on sait qu'on peut se rattraper sur l'autre et qu'on arrive à surmonter les épreuves comme ça. Et voilà, c'est ce que je disais pour mon équilibre. Je sens que j'en ai besoin et quand la tête va bien, les jambes vont bien aussi, donc forcément, c'est plus facile pour courir après. Et vous parlez de ténacité, s'il y en a bien une qui ne lâche rien, c'est vous, Justine. Vous allez nous raconter comment vous avez été sélectionnée pour être porteuse de la flamme paralympique. Mais avant cela, et pour qu'on puisse mieux vous connaître, parlez-nous un petit peu de votre expérience au sein de Saint-Gobain. Oui, alors je suis administrative agence depuis juin 2022. À Brignoles. Mais avant ça, j'ai été 7 ans en tant qu'assistante RH à la SFIC, donc une autre enseigne du groupe, du coup depuis février 2015. Et aujourd'hui, vous travaillez dans tout ce qui est béton prêt à l'emploi, c'est ça ? C'est ça, oui. Je m'occupe de tout ce qui est livraison, tarif, des livraisons à J-1, oui. Alors, comme tous les collaborateurs de Saint-Gobain, vous avez reçu, c'était en septembre dernier, un formulaire de candidature pour être porteur de flamme. Qu'est-ce qui a été votre motivation pour y répondre et est-ce que ça a été un rêve ? Oui, ça a été un rêve. Du coup, en fait, j'ai reçu, comme tous les collaborateurs Saint-Gobain, une invitation pour rédiger une candidature pour être relayeur de la flamme. Et donc, il y avait 4 relayeurs de la flamme olympiques et un paralympique. Donc, c'est moi qui ai été sélectionnée pour faire le relayeur de la flamme paralympique. Et je crois que ça vous tenait à cœur tout particulièrement ? Oui, ça me tenait à cœur parce que du coup, je suis handicapée, j'ai une hémiplégie droite. Et donc, du coup, je trouvais le symbole fort.
Alors, on va voir justement apparaître à l'écran votre lettre de motivation. Je me suis permise d'en tirer 2 phrases qui m'ont, moi, personnellement, beaucoup inspirée. On va vous les afficher, ces phrases. J'aimerais que la société française soit encore plus ouverte à toutes les différences et les comprenne. Et je pense que c'est en participant à ce type d'événements, en faisant des petits pas, comme rendre visibles les Jeux paralympiques, que nous ferons bouger les lignes, accepter les différences. Et vous avez écrit encore cette phrase. La solidarité est une valeur forte qu'il faut promouvoir dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bravo d'abord pour ces mots. Pourquoi les avoir écrits? Et puis comment est-ce que vous avez appris votre sélection après? Du coup, on était conviés à la Tour Saint-Gobain le 22 novembre dernier. Et c'est Claire Pedini qui a annoncé les 5 gagnants de la flamme pour être porteur de flamme olympique et paralympique. Et donc, voilà. Et au total, vous étiez 500 candidatures. Oui. Et donc, c'est moi qui ai été choisie. On peut l'applaudir, ouais. Le sport, il a toujours fait partie de votre vie. Cette sélection, finalement, c'est la suite logique. Oui. Avant mon handicap, j'étais très sportive. Je faisais du tennis, de l'escrime. Et à 16 ans, 15-16 ans, j'ai eu une tumeur non cancéreuse qui m'a paralysé le côté droit et un peu affecté la parole. Et donc, du coup, c'est à la suite de cette opération que j'ai... que vous avez changé de sport, vous avez Oui. fait beaucoup de rééducation, Oui. et je crois que votre neurochirurgien vous a orienté vers l'escalade. Oui, c'est ça, ouais, parce que du coup, en 2004, je faisais pas d'escalade et mon neurochirurgien m'a orientée, et donc j'en ai fait, et donc maintenant c'est devenu ma passion et un besoin parce que vraiment ça m'étire en fait le côté droit et donc c'est bien pour moi et oui. Et vous avez une sacrée force de caractère parce que, je vais le dire, en avril 2004, Oui. vous étiez opéré. À l'été de cette même année, vous étiez sur des skis nautiques, vous me l'avez raconté, Oui. et en hiver, sur des skis. Oui, C'est pour montrer votre... Oui, du coup, c'est vrai que tout ce qui est sport m'a toujours beaucoup motivée. Et donc, c'est vrai que je marchais à peine et pourtant je faisais du ski nautique. Donc c'était un beau symbole, ouais. Et il y a un challenge aussi que j'ai envie de révéler, c'est que vous êtes tellement sportif jusqu'au bout des ongles que là, vous avez tenté la spéléo. Oui. Vous n'avez pas réussi. Oui, ça m'énerve un peu de ne pas réussir. J'avais un matériel pas adapté parce que je suis gauchère. Maintenant, j'ai été relatéralisée à gauche et en fait, c'était un équipement pour droitier. Donc bon, du coup, j'ai pas réussi, mais c'est le genre de truc qui m'agace et donc du coup, je veux réessayer. Voilà. Vous êtes une compétitrice dans l'âme et surtout, ce qui est important, c'est de faire comme tout le monde. Hein. Oui, je veux faire comme tout le monde. Après, il faut pas non plus il faut accepter la réalité, mais je veux faire comme tout le monde. Ouais. Le sport permet de se surpasser. Votre parcours est vraiment impressionnant, Justine. Antoine, je voudrais aussi qu'on revienne sur le vôtre. Vous avez toujours fait du sport et c'est même une histoire de famille. Ouais, depuis le plus jeune âge, mes parents étaient sportifs, donc forcément, dès la naissance, le sport a fait partie de ma vie. Donc j'ai commencé en faisant du foot. Voilà, je me suis lassé en 5e, donc arrivé au collège, j'ai commencé l'AS Athlé. Qui était dirigée par ma mère qui était prof de PS là-bas. Et ma mère qui du coup aussi a commencé à me coacher à cette époque-là
vu qu'elle était ancienne athlète de haut niveau en athlétisme, en demi-fond aussi, comme moi. Et donc c'est elle qui a commencé à faire mes premiers plans d'entraînement, à me donner mes premières séances. Et mon père, il faisait aussi du vélo à bon niveau avant. Donc on va dire que j'ai l'endurance dans les gènes. Et donc ça m'a amené à participer, enfin à me spécialiser dans le 1500 au fur et à mesure de mes années de lycée et maintenant d'études supérieures. Vos parents comme source d'inspiration. Vous faites votre premier championnat de France en 3e. C'est à ce moment-là, lors de cette compétition, que vous est présenté pour la première fois le handisport. Est-ce que vous voulez bien nous dire 2 mots de ce qu'il s'est passé après ? Oui. Donc moi j'ai une paralysie du plexus brachial droit de naissance. Donc on m'a tiré sur le bras pour me sortir à la naissance. Et donc ce qui fait que quand je cours, j'ai un déséquilibre. Et donc à l'époque, ces championnats de France en 3e, à la fin de ma course, il y a une personne qui avait repéré que je ne courais pas comme les autres. Et donc elle est venue me voir et elle m'a parlé du handisport, vu qu'à l'époque, moi je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout que ça existait. Donc il m'a orienté vers les clubs et la région pour justement que je puisse découvrir ce milieu-là. Et de fil en aiguille, donc je prends ma première licence handisport au Handisport Club où j'habite. Et après, premier championnat de France, et tout s'est enchaîné de la meilleure des manières possibles, on va dire. Et alors, on est en 2022, c'est votre première sélection en équipe de France handisport avec les moins de 20 ans. Et là, vous raflez tout. C'est ça. Donc, c'était les championnats d'Europe U20. Donc, à l'époque, j'étais aligné sur 1500 mètres et au 100 hauteur. Et du coup, je repars de Finlande avec 2 médailles d'or. Donc, sur le 1500 et sur la hauteur, donc 2 titres de champion d'Europe pour ma première sélection, donc c'était juste quelque chose d'incroyable. Et malheureusement ou heureusement, j'ai arrêté la hauteur pour me spécialiser dans le 1500, mais voilà, ça c'était un mal pour un bien, on va dire. Il y a eu un petit arrêt Covid, vous avez mis un peu en stand-by votre discipline, et après c'est reparti. Ouais. De quelle manière vous avez fait une première sélection en équipe de France, c'est ça, avec les seniors ? Oui, complètement. L'été dernier, il y avait les championnats du monde de para-athlétisme, du coup avec les seniors, et du coup j'ai été sélectionné pour cette compétition-là. Donc c'était ma première sélection avec l'équipe A, on va dire, et donc c'était juste une expérience incroyable. Finalement, l'objectif des Jeux de Paris, il s'est dessiné assez naturellement. 2023, donc superbe année pour vous. Vous finissez 10e de la finale au championnat du monde de Paris. Et le mois dernier, en février, vous avez été consacré champion de France senior 1500 mètres. Je voudrais qu'on regarde quelques images, on se retrouve juste après. Ça vous fait quoi, Antoine, de revoir ces images ? Ça rappelle des bons souvenirs, vu que c'était à Paris, à la maison, en plus, ces championnats du monde. Donc, il y avait toute ma famille qui était venue me voir, m'encourager. Donc, c'est vraiment que des bons souvenirs et petite frustration quant au résultat. Mais voilà, c'est majoritairement du positif qui en ressort de cette compétition. Justine, vous allez courir, vous aussi. Savez-vous quel sera le parcours, quelle sera la distance ? Et est-ce que vous avez une allure spécifique à tenir ? Non, il n'y a pas d'allure spécifique à tenir. Pour la distance, du coup, c'est 200 mètres en courant ou en marchant. J'aimerais bien le faire en courant. Et après, j'attends les informations plus spécifiques pour savoir où exactement et quand. Très bien. Alors que la flamme des Jeux Olympiques s'éteindra lors de la cérémonie de clôture, la flamme des Jeux Paralympiques s'allumera à son tour. Le relais de cette flamme paralympique de Paris 2024 sera lui aussi le relais des éclaireurs qui, comme vous, Justine, vivent et font vivre le sport au quotidien, sont investis dans les Jeux de Paris 2024 et sont impatients de les accueillir et de les vivre. Regardez ces quelques images.
Voilà, les dates sont prises. Justine, comment est-ce que vous préparez ce relais de flamme? Du coup, je fais pas mal d'escalade 2 fois par semaine, 2 heures. Du coup, et après, j'essaie de me tenir en forme en faisant un peu des marches et voilà. Vous êtes au Club alpin français de Brignoles, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis à ce club depuis septembre 2022 et c'est un chouette club. Et du coup, le président, quand il a appris que j'avais été sélectionnée pour le relais de la flamme paralympique, a proposé de faire un papier interne pour dire que j'avais été sélectionnée pour le relais de la flamme. Ouais. Et alors, vous m'avez dit préparer aussi ce relais de flamme en voulant essayer, parce que je prends mes notes là, excusez-moi, mais en escalade, il y a la moulinette et la montée en tête. Oui. Et vous m'aviez dit, alors moulinette, c'est fait, mais maintenant, vous voulez monter en tête. Oui, ouais, en fait, moulinette, donc c'est avec une corde qui monte en haut et qui redescend. Et donc, c'est un peu plus facile que en tête. En tête, vous avez des relais et vous montez petit à petit. Donc, si vous tombez, vous tombez de la hauteur entre le dernier relais et la hauteur où vous étiez. Donc, gros challenge. Voilà. Antoine, comment est-ce que vous préparez au jeu, à ce challenge qui est le vôtre? Du coup, on divise la pratique en différentes étapes. Tout d'abord, forcément, moi je fais du 1500, donc il faut courir. Ça représente la plus grosse partie de l'entraînement. Je dirais que c'est à peu près au moins 10 heures par semaine de course à pied. Donc ça va du simple petit footing à la séance de fractionné, les séances sur piste. Et voilà, on peut faire varier les plaisirs pour tout ça. Et après, on a de la prépa physique. Donc voilà, ça va être à peu près 5 heures par semaine où on fait des séances de renforcement musculaire et des séances de musculation aussi. Et ce qu'il ne faut pas oublier dans la pratique sportive, c'est la récupération aussi. Donc cette année, je peux dédier un peu plus d'heures à cette partie-là justement. Donc ça va être une séance de kiné par semaine à peu près et des séances de balnéothérapie, donc bain chaud, bain froid, pour améliorer la récupération. Le bain froid, c'est moins... Ça donne moins envie comme ça. Vous avez aussi une préparation mentale, hein, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai mis ça en place du coup en septembre, de la préparation mentale. Vu que pour aborder cette échéance que sont les Jeux paralympiques, je me suis dit qu'il fallait mettre tous les moyens de mon côté pour y arriver. Et la prépa mentale rentrait dans ces critères-là pour réussir à gérer le stress, la pression, en plus à domicile, donc que ce soit pas néfaste et que justement ça apporte que du positif. Et aussi gérer la grandeur de l'événement qui n'est pas négligeable. Et alors vous avez un petit truc, il faut le dire quand même, pour décompresser, pour gérer le stress, je le dis, vous faites des maths. Du coup, oui, c'est le fait d'être aussi en études à côté, quand on a des TD à préparer, ça évite de penser à l'athlé H24. Et du coup, on fait des maths pour décompresser et
Ça Non, parce qu'il y permet avait aussi du d'avoir dessin l'équilibre. aussi ou des trucs un peu. Ouais, Voilà. mais là, Non. du coup, c'est les maths. Alors, je le rappelle, hein, vous n'êtes pas encore qualifié pour les JOP. L'objectif à ce jour, c'est de réaliser avant juillet prochain mieux que le minima détenu sur le 1500 mètres en paralympique, qui est de 3 minutes, 59 secondes et 34 centièmes. Ça va jouer lors de compétitions certifiées par l'organisation internationale en charge des compétitions internationales paralympiques, qui s'appelle la World Para Athletics. C'est bien ça? Ça, ouais, complètement. Donc, pour résumer, on va courir sur des compétitions qui sont certifiées par cette organisation-là. Et le but, c'est de faire moins de 3 minutes 59 pour être sélectionnable pour les Jeux. Et donc, voilà, je suis confiant quant à la réalisation de ces minima. Bah là, vous êtes allé il y a à peu près une semaine, un petit Ouais. peu moins même, en Tunisie. C'est ça. Première compétition, ça a donné quoi? Je fais 4:01,97. Donc voilà, il y a encore 2-3 secondes à venir grappiller pour réaliser les minima. Mais c'était la première course de la saison en extérieur. Donc c'est une course qui est très encourageante pour la suite. Et bon, voilà, on a appris pas mal de choses. Enfin, moi, j'ai appris pas mal de choses sur cette configuration de course-là. Donc c'est que du positif. Et à partir de mai, je crois que vous courez toutes les semaines, Ouais, c'est ça? quasiment. Là, on repart sur un fin mars, début avril où on fait que de la préparation. Donc, je vais partir en stage. Et après, le mois de mai, ça va vraiment être un mois de compétition où justement, on va essayer d'aller chercher la réalisation de ces minima-là. Donc, ça va être quasiment tous les week-ends une compétition pour réussir à faire moins de 3,59. Alors, pas encore qualifié, car on attend aussi le quota de participation au JOP attribué à la France. Donc, si par exemple vous êtes 25 à dépasser, à dépasser dans l'autre sens le Ouais. minima et qu'il n'y a que 20 places, comment est-ce que vous allez savoir, que vous avez gagné, comment est-ce que vous êtes départagé? Du coup, la fédération, sur les différents athlètes qui auront réalisé ces minima, si on est au-delà du nombre de quotas qui est octroyé à la France, ils regarderont le plus petit écart au podium. Donc, ça veut dire que ceux qui seront le plus proches de la 3e place au niveau des perfs qui ont été réalisés mondialement seront ceux qui seront prioritaires par rapport aux autres. Donc, ça correspond à peu près, au-delà du top 6 mondial, ça risquera d'être compliqué. Mais voilà, c'est ce qu'il faut à peu près viser cette année. Et là, vous avez fait 4 minutes et 1 seconde cet hiver sur une piste de 200 mètres en salle. En intérieur, c'est plus difficile pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Donc les pistes en intérieur, elles font 200 mètres et pas 400 mètres comme en extérieur. Donc ça veut dire que les virages, ils sont plus serrés. Et donc pour éviter la force centrifuge, ils sont aussi inclinés. Et donc comme elle fait que 200 mètres en salle, on a 7 tours et demi au lieu d'avoir 3 tours, 3 quarts en extérieur. Donc on rajoute toutes ces contraintes-là et le fait que je suis encore plus déséquilibré dans les virages, donc ça fait que je ne suis pas un grand fan des compétitions en salle. Et donc c'est pour ça que 4,01 en salle, en ayant quasiment rajouté des malus, voilà, c'est encore en plus encourageant aussi pour les compétitions en extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai très hâte d'avoir une bonne course pour faire un très bon chrono. Et vous allez la faire. Et ce qu'il faut dire, c'est que toutes les compétitions de qualification, et puis même pendant les Jeux, ça se fera en extérieur sur des pistes de 400 mètres. Oui, ça va le faire en fait. Oui, on y croit. Vous ne lâcherez rien en tout cas. Non, jamais. Bon, après les JO, je crois qu'il faudra encore battre le record de votre mère en revanche. Ouais, c'est ça. Sur quelle discipline? Sur le 3000 steep, donc c'est un 3000 mètres où on a des barrières, 5 barrières par tour, dont une où il y a la rivière. C'est le seul record où elle est encore meilleure que moi et donc j'aurai à cœur de le battre l'année prochaine. Bon, en tout cas, nous, on vous soutient ainsi que les 7 autres athlètes de la team Saint-Gobain. Est-ce que c'est une fierté pour tous les deux de porter les couleurs de cette entreprise Saint-Gobain, Justine? Oui, c'est une fierté. Oui, du coup, ça a fait 9 ans en février 2024 là, que je suis à Saint-Gobain. Donc, c'est vrai que je suis un peu une ancienne de Saint-Gobain. Donc, je suis très fière de représenter les couleurs de Saint-Gobain. Oui. Oui, puis c'est un peu pour célébrer vos 10 ans dans le groupe. Oui, c'est pas mal comme anniversaire. Oui, c'est pas mal, oui. Et pour vous, Antoine, quelle fierté, qu'est-ce que ça vous procure? C'est très fier de représenter du coup cette grande entreprise française à l'international. L'année des Jeux, c'est une fierté. Et aussi, le soutien qu'apporte Saint-Gobain, c'est pas négligeable. Ça permet d'aborder une année olympique et paralympique plus sereinement.
Et puis moi, j'ai la double casquette ingénieur à côté, donc je me suis dit, pourquoi pas après glisser un CV à droite à gauche pour avoir des contacts chez Saint-Gobain. Donc voilà. Donc on va afficher son 06 ou voilà, c'est juste après. C'est ça. Merci à tous les deux pour vos réponses à mes questions. Je voudrais qu'on se tourne vers la salle, puis vers ceux qui sont derrière leur écran. C'est un moment pour vous, pour que vous puissiez poser toutes les questions qui sont les vôtres. C'est via l'application Wizambly ou ceux qui sont avec nous, on peut vous faire passer un micro, n'hésitez pas. Ils sont à vous. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions dans la salle ? Ou derrière, sinon il y en a déjà un je vois qui arrive. Alors, Antoine, est-ce que tu envisages toi aussi de rejoindre Saint-Gobain ? Oui, il vient d'y répondre. Il envisage de rejoindre, pas après ses études. Il fait d'abord ce qu'il a à faire d'un point de vue sportif. Je réponds pour vous, Antoine. Hein. Et puis après, voilà, faut écouter comme. Est-ce qu'on aurait une autre question ? Voilà, Justine, est-ce que vous aurez un public Saint-Gobain pour vous soutenir quand vous porterez la flamme paralympique ? On peut venir vous voir ? Avec plaisir. Après, je ne sais pas où et quand, mais avec plaisir. Tous les supporters seront les bienvenus. Et du coup, toute mon agence me soutient, l'agence de Brignoles et l'agence de BPE aussi. Donc ouais, je suis bien soutenue. Une question dans la salle ? Alors, je vais me retourner vers celle de Wizambly. Vous pouvez écrire aussi sur l'application. Vous avez accès à l'application, tout fonctionne ? Ouais, c'est bon. Ah, je la prends juste après. Antoine, concilier le sport de haut niveau et les études d'ingénieur n'est pas facile. Bravo. Où vous voyez-vous dans quelques années ? Quels sont vos objectifs à long terme ? Du coup, Alors, service X de Saint-Gobain. Non. Mon objectif, c'est d'être le plus longtemps possible au haut niveau. Donc, j'ai pas envie de m'arrêter après Paris 2024. Il y a d'autres Paralympiades après, que ce soit Los Angeles ou Brisbane. Voilà, mon objectif, c'est ramener le plus de médailles internationales possible. Et voilà, après, forcément, à côté, il y a les études aussi. Donc, si on peut concilier les deux pour que ça fasse un très beau parcours, voilà, c'est ce que j'ambitionne. Il y a une médaille plus forte qu'une autre que vous rêveriez de décrocher ? Alors paralympique, c'est Ouais. le Graal. Ouais. Donc c'est cette année. Ouais. Voilà. Une question donc dans la salle. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'est très encourageant, je pense, pour tous les sportifs et sportifs paralympiques également. Je me demandais, Antoine, quels sont les pays qui disposent des sportifs dans ta discipline les plus forts, contre qui tu as affaire cet été ? Du coup, le champion du monde de l'année dernière, c'est un Hongrois, donc un peu contre toute attente, on pourrait penser. Mais les pays du coup africains sont pas mal représentés. Le Kenya et l'Ouganda, il y a des très bons athlètes. Et puis après, il y a une bonne densité au niveau européen. J'ai des concurrents anglais et danois qui étaient meilleurs que moi l'année dernière, et j'espère que je serai meilleur que cette année. Mais voilà, c'est vraiment un peu partout dans le monde. Il y a aussi le recordman du monde, c'est un Australien. Donc voilà, c'est d'Australie, Afrique, Europe, mais pas trop Amérique. Plus Amérique du Sud aussi. Là, à Tunis, j'ai couru et je me suis fait ami avec 2 Chiliens. Donc voilà, c'était sympa aussi. Une autre question dans la salle ? Alors, une autre sur Wizambly. Justine, vous faites de l'escalade, planifiez de retenter la spéléo, d'autres envies, d'autres rêves ? Du coup, c'est vrai que l'escalade à plus haut niveau, pourquoi pas. Après, je pense que les Jeux paralympiques d'escalade, je pense que maintenant j'ai passé le cap au niveau âge, mais je veux me concentrer sur l'escalade. Ouais. Il y a des critères d'âge pour les sélections au JO ? Non, pas à ma connaissance. Tant qu'on alors, est performant. Justine, vous essayez de nous berner. Vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas que les JO en France. À 60 ans, je tenterai alors. Alors, tu continues d'avoir des échanges avec les autres camarades de la team.
Alors, je pense que c'est pour vous, Antoine. Ouais, bah, dans la team, il y a Renaud qui fait aussi du 1500 en handisport comme moi, donc c'est un petit peu, je le connaissais déjà avant d'être dans la team. Donc on est concurrents sur les compétitions nationales, donc pour les titres de champion de France, il faut que j'arrive à le battre. Mais sinon, quand on est sur les compétitions internationales, on essaye tous les deux de se donner des conseils. Donc il a un petit peu plus d'expérience que moi à l'international. Donc on essaye de se donner des petits conseils, on parle un peu stratégie de course. Et puis après, avec les autres, j'ai fait leur connaissance du coup en novembre lors de la présentation. Et là, on a eu un petit séminaire début janvier. Donc c'est tous des personnes super sympas et ça fait mieux les connaître, c'est toujours aussi très cool. Et voilà, on essaye de garder contact entre nous aussi, mais je vais dire plus avec Renaud qu'avec les autres. Alors, un message en particulier que tu souhaites passer. Ah, c'est pour Justine. Dire que tout est possible, qu'on ne lâche rien et qu'en visant plus haut, tout arrive, par exemple. Alors, attendez, on va relire. Justine, un message en particulier que tu souhaites passer. Dire que tout est possible, qu'on ne lâche rien et qu'en visant plus haut, tout arrive, par exemple. Voilà, la question. Voilà, donc je pense que c'est ce que vous avez dit qui fait du bien, qui est inspirant. Oui, non, mais du coup, c'est vrai que j'en suis l'exemple que quand on ne lâche rien, tout est possible, parce que c'est vrai que j'ai un handicap et pourtant je fais tout, pratiquement tout, tous les sports et voilà. Donc oui. Il faut être tenace. Voilà. Antoine, ton objectif en vrai. 2. Alors, ah oui, d'accord. Antoine, 1, ton objectif en vrai. Okay. 2, ton sportif préféré, ton héros. Du coup, objectif, ça ne change pas, l'or paralympique. Et le sportif préféré, je pars sur un Zidane, on va dire. Zidane ? Ouais. Foot et le héros, c'est pour avoir deux... Je n'ai pas de héros en particulier. Pas de héros ? Non. Flash Gordon, je sais pas. Je connais pas. Quelqu'un qui court vite, quoi. Ah non, oui, c'est bon. On sait tous que j'ai 40 ans. Allez, on passe à la question suivante. D'autres questions. Antoine, comment se passe la prépa mentale ? Ça se passe très bien. Donc j'ai mis ça en place en septembre. Et donc elle m'a donné des outils pour réussir justement à gérer le stress, savoir comment aborder les compétitions et des outils aussi pour savoir un peu mon état de forme du jour, pour savoir si j'étais en condition ou pas, pour par exemple faire une grosse séance le soir. Si mon état de forme n'est pas bon en début de journée, il sera sûrement pas meilleur en soirée. Donc faire une grosse séance, ça n'a pas forcément d'intérêt, donc on va essayer d'adapter. Et donc c'est pour ça qu'on a un dialogue avec la coach aussi, qui est ma mère. Donc, voilà, ça facilite le dialogue. Mais donc voilà, on sait que forcément, je lui dis le matin, j'ai pas passé une bonne nuit. Donc voilà, on va adapter un peu la journée en fonction. On va alléger, on reporte. Et c'est l'avantage aussi de la course à pied, c'est que on n'est pas forcément obligé de tout de suite avoir fait. Enfin, si la séance elle n'est pas faite le jour même, c'est pas si grave. On décale de 2 jours et dans tous les cas, le travail sera fait et c'est le plus important. Justine, comment ça se passe avec tes collègues à l'agence ? Ils doivent être super fiers de toi. Oui, du coup, d'ailleurs, je passe un petit coucou à l'agence de Brignoles et à l'agence BPE. Et du coup, ils sont très fiers de moi et ils me soutiennent, ouais. Tout le monde doit être fier de vous. Je le dis, le petit secret, il y a votre papa qui est dans l'audience quelque part et qui doit être très très fier aussi, votre père, votre mère aussi. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose, quoi, d'être porteur de flamme. Non, c'est vrai que tout le monde me dit que à l'escalade, tout le monde me félicite. C'est vrai que c'est une belle expérience et c'est un symbole fort, ouais. La France est-elle au niveau international concernant les infrastructures para pour accompagner les sportifs aujourd'hui ? Alors peut-être une question à vous, Justine ? Pour moi, l'escalade, je pratique l'escalade dans un lycée. Il n'y a pas de structure spécifique
pour les personnes porteuses d'un handicap, mais après, les encadrants font de leur mieux pour nous faciliter la vie. Ouais. Et puis vous me racontiez aussi qu'au club de Brignoles, il y avait des prises qui étaient un petit peu plus sorties pour Oui. vous aider un peu. Donc il y a Oui. peut-être des ajustements qui sont faits, en Oui. l'occurrence dans l'escalade. Oui, enfin ça c'est pour tout le monde en fait. Enfin, il y a plusieurs niveaux et donc plus on monte dans les niveaux et moins les prises sont préhendables en fait. Donc Antoine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, en fait, j'ai l'accès à la piste. En fait, c'est s'il y a une piste, voilà, on va pouvoir être dessus, mais c'est plutôt l'accès justement à cette infrastructure. Est-ce que ça va être possible d'y accéder pour les fauteuils roulants, etc. Vu que c'est ça qui pose le plus souvent problème, c'est pas l'infrastructure en soi, c'est l'accès à celle-ci. Et je dirais qu'il y a du progrès qui est fait en ce moment et qu'il ne faudra pas s'arrêter une fois les jeux passés. Il faudra justement continuer dans cette dynamique-là. Et voilà, après, je n'ai pas besoin d'aménagement en soi. C'est vrai que on pourrait, avec mon prépa physique, on réfléchit du coup à des adaptations sur les exercices de musculation parce que je n'ai pas les mêmes amplitudes et je ne peux pas porter la même charge avec mon bras par rapport aux sportifs qui sont valides. Donc on essaye de trouver des adaptations et je pense qu'on pourrait, en se creusant bien la tête, trouver encore d'autres adaptations possibles, mais on va dire que c'est dans la bonne voie. Et peut-être une plus grande représentativité des sports paralympiques. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux? oui, c'est un peu ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation. C'est vrai que c'est moins visible les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques. Donc ce serait, même si ça tend à s'équilibrer, mais quand même les Jeux paralympiques sont moins représentés que les Jeux olympiques. Ouais. Je suis d'accord aussi là-dessus, mais voilà, il y a toujours du progrès en cours là, par rapport à Tokyo. Il va déjà y avoir beaucoup plus de diffusion en direct et ce genre de choses. Donc, tant qu'on continue sur cette voie, c'est bien. C'est juste qu'il ne faut pas rétrograder, quoi. Est-ce qu'il y a une question dans la salle éventuellement? Alors, je me retourne vers Wissambly. Antoine, où pouvons-nous te suivre sur les réseaux? Sur Instagram principalement et LinkedIn aussi. Mais c'est quand même Instagram où je suis le plus actif, où c'est là où je poste les résultats de mes courses et sur quelles courses je vais faire aussi. Donc vous avez un petit peu mon planning et un peu ma vie de tous les jours, des fois, où je mets, quand je suis mort après une séance, la petite photo et ça fait toujours rire les gens. Merci à tous de votre participation pour ces questions. Ça a été vraiment un plaisir. Merci Antoine, Justine, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.